Vi ringrazio, cara Presidente, cari colleghe e cari colleghi, Presidente del Consiglio esecutivo, cari membri du Conseil exécutif. Beaucoup de choses ont été dites dans cet hémicycle et je crois que même si on peut se mettre d'accord ou pas sur les paroles de dimension historique, je crois que tout le monde, ou non, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un moment quand même important. Je crois qu'on a tous salué l'initiation du processus, l'entame du processus, le fait qu'il y ait un cadre de dialogue, puisque nous sortions de 5 ans où ce cadre de dialogue même était nié, le fait même de discuter du sujet du problème corse ou des sujets liés à la Corse a été nié par la mandature passée. Je veux parler évidemment de la mandature d'Emmanuel Macron I. Donc il y a un cadre de dialogue, il y a un cadre de réunion sectorielle, mais avec l'idée de croiser avec la démonstration de l'évolution institutionnelle, sous l'angle de l'objectivation. Alors je ne pourrais pas continuer effectivement sans rappeler ce qu'a déjà affirmé le président du Conseil exécutif, c'est que nous sommes d'ores et déjà au début de ce processus à l'épreuve, et l'État est à l'épreuve de ses engagements, avec les 2 éléments qui sont intervenus. Premier élément, l'impréparation, si nous sommes gentils et compréhensifs, des amendements portés de manière unanime par la conférence sociale, l'Assemblée de Corse, à travers une démarche normale de saisine liée au statut de la Corse tel qu'il est aujourd'hui. Mais cette impréparation laisse un très grand goût amer lorsque l'on sait comment ont été refusés ces amendements et quels sont les amendements à côté, par ailleurs, dans le débat budgétaire qui ont été adoptés, y compris des amendements liés à la différenciation territoriale. Je reviens un peu là-dessus. Ces amendements ont été refusés sans motif valable. On en renvoie à un dialogue futur sur une loi pouvoir d'achat ou une loi de finances rectificative qui est pourtant là pour débattre de mesures limitées dans le temps jusqu'à la fin d'année, pour tout le monde, pour le pouvoir d'achat des Français. Autrement dit, nous étions bien dans l'objet temporel de la demande, et souvent refusés avec la parole « rupture du principe d'égalité ». Rupture du principe d'égalité. Et c'est là où nous sommes entre le marteau et l'enclume. Soit c'est par absence de volonté politique et de choix budgétaires à droit constant, sur une demande d'adaptation de loi et règlement, par impréparation ou par manque de volonté, que l'on ne fait pas suite aux demandes, soit parce qu'il y a un risque constitutionnel. Nous sommes d'ores et déjà dans le vif du sujet. Sur la prime pour les actifs liés au carburant, sur le fait de rehausser l'indemnité exceptionnelle de rentrée pour les familles insulaires. Y compris sur le dernier amendement qui a échoué à 4 voix, qui, par souci de compromis pour aller au bout de la démonstration, limitait à 20% des actifs cette prime, c'est-à-dire les plus modestes. Donc vous voyez bien que quand on veut aller sur le terrain de l'objectivation, nous sommes heureux d'alimenter toujours la matière de la démonstration de l'échec, non pas du pouvoir d'adaptation, je le répète parce que je l'ai dit devant le ministre, je le dis ici, de l'échec du droit à demander à adapter le règlement. Comme j'ai un cours ou demanda élège, il n'y avait pas besoin de le mettre dans le statut de la Corse, on aurait pu demander de la même façon, et ils nous en font tous les jours la preuve, soit en ne répondant pas, parce qu'il n'y a aucune procédure d'obligation de réponse, soit en disant c'est anticonstitutionnel, ce qui a été le cas de manière nombreuse, y compris sur l'écotaxe camping-car, sur le taxe sur les mouillages, des choses qui ont fait l'objet de demandes unanimes de cette Assemblée, bien avant la majorité territoriale actuelle. Donc oui, il faut démontrer, démontrons-nous que l'autonomie sur certains secteurs va être obligatoire si on veut régler les problèmes, si nous avons comme seule boussole, tous et toutes, l'intérêt de la Corse. Parce que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, chargé des Outre-mer, chargé des collectivités locales, chargé de la Corse, c'est-à-dire le super-ministre du gouvernement Macron II, il prend une dimension politique en prenant le dossier Corse. On va nous invoquer, on nous invoque déjà les contingences gouvernementales ou de majorité côté Paris. Le président, la première ministre, est-ce que l'arbitrage est définitif? Est-ce que nous aurons une majorité suffisante? On doit le comprendre. On doit le comprendre, jusqu'à un certain point. Parce que nous, ce que nous devons comprendre par ailleurs tous et toutes,
et là, je ne m'exprime pas simplement en tant que majorité, autant que député, je m'exprime dans ce débat collectif que nous avons ensemble, c'est que notre seule boussole à nous, notre seule boussole à faire valoir dans la discussion jusqu'au point de trouver le compromis, c'est bien ce que nous demandent les Corses quand on sort dans la rue. Que faites-vous pour le prix du carburant? Que faites-vous pour les prix des denrées? C'est-à-dire en nous regardant comme étant déjà d'ailleurs responsables de la capacité à faire, ce que nous ne sommes pas juridiquement. Que faites-vous pour permettre la statut fiscal des entreprises? Que faites-vous pour la surfréquentation des sites touristiques? Sujet s'il en est. Et d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue fiscal. Aucune compétence, ni réglementaire, ni fiscale. Donc ça veut dire que cette boussole-là, des sujets concrets quotidiens, là, il y a le feu de l'Oged, le maire de l'Oged m'envoie un texto, il n'y a que 2 Canadair situés à Ajaccio. On est bien dans le sujet évoqué par le président Simeone tout à l'heure de la mutualisation d'une force européenne pour avoir plus de moyens mutualisés dans une ère méditerranéenne qui a vocation à brûler. De la difficulté pratique et qui renvoie à l'adaptation des règles pour notre pays. Donc nous sommes tout de suite confrontés à ça et je crois que nous sommes tous ici dans la même barque de l'objectivation. L'objectivation de dire que l'autonomie doit être recherchée pour le bien-être des Corses jusqu'à un certain seuil, mais en sommes-nous capables, nous tous, de trouver ce seuil en deçà duquel, pour l'intérêt des Corses, nous ne descendrons pas. Parce que, tout simplement, il n'y a rien de pire qu'un espoir déçu. Et il n'y a rien de pire pour un espoir déçu pour nous, élus de la Corse, qui avons prétention de dire à nos électeurs et au peuple, nous voulons agir pour l'intérêt général. Et il faut dire aussi à l'État, il n'y aurait rien de pire d'un espoir déçu par rapport à tout ce qui est attendu depuis 50 ans, par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars, par rapport à la dimension politique, économique, sociale qui bout dans ce pays avec de nombreuses attentes. Donc sommes-nous capables, déjà entre nous, puisque les élections territoriales sont en 2028, que les élections municipales sont en 2026, puisque nous avons un temps, parce que si le gouvernement a un temps, nous en avons un aussi, nous aussi, de faire ce travail d'objectivation, non pas les uns simplement vis-à-vis des autres, mais aussi des autres vis-à-vis des uns. C'est-à-dire comment on peut démontrer que l'autonomie est nécessaire dans tel et tel secteur, mais comment on peut démontrer que le pouvoir d'adaptation réglementaire, le fameux pouvoir, la fameuse demande, elle n'existe pas. Elle a fondu comme neige au soleil. Elle n'a jamais existé. N'a jamais existé. Sauf à faire démonstration qu'à droit constant, on peut faire. Moi, je suis convaincu d'ores et déjà qu'à droit constant, on ne peut faire que 2 choses. Le PTIC, et le président déjà, l'exécutif, nous avons tous validé que les sujets d'infrastructure étaient importants. L'hôpital public, au sens budgétaire de l'État, reconstruction des hôpitaux, adaptation de certains règlements, etc. Mais tout le reste, quand je dis tout le reste, je parle du statut fiscal et social, par exemple. Le début du statut fiscal et social pour les entreprises. La règle constitutionnelle, elle arrive tout de suite. Ah oui, on va nous proposer, au prix de surconvolutions juridiques, de textes usines à gaz qui vont faire phosphorer beaucoup de juristes, que c'est peut-être grâce à cette rédaction qu'on va pouvoir contourner la règle, mais sans assurance qu'on passera la barre du Conseil constitutionnel. On va jouer cette démarche d'usine à gaz-là? Ou est-ce qu'on va dire, la règle, il faut qu'elle soit simple, fluide, applicable, simple par rapport aux enjeux de démocratie, de ce pour quoi on décide, applicable pour les zones d'efficacité, évaluable et contrôlable. C'est-à-dire avoir une démarche de responsabilité qui demande à ce que la règle, enfin, soit à la hauteur de l'enjeu. Et donc, capacité à franchir le Rubicon de l'autonomie. C'est ça qui nous attend dans les premiers temps. Le deuxième élément qui a fait qu'on doit continuer sur le chemin de la vigilance démocratique, c'est ce qui se passe dans le devoir de justice et de vérité vis-à-vis de l'affaire de l'assassinat d'Arles et de la famille des Colonnes et de tous les Corses. Alors, on ne sait pas encore à l'heure qu'il est, malgré quelques annonces qui sont faites sur les réseaux sociaux, s'il est définitif que le rapport ne sera pas rendu public ce soir. S'il est tel est cas, c'est quand même, je dirais, une démonstration que les paroles s'envolent et que les actes ne suivent pas les paroles. Je voudrais quand même informer cette Assemblée que si nous avons décidé hier, le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoires, de déposer la proposition de résolution, c'est évidemment pour démontrer que nous faisions acte de vigilance sous l'angle du pouvoir parlementaire, puisqu'il y aura bien une commission d'enquête parlementaire, puisque c'est un droit qui ne peut pas être retiré, qui est un droit de tirage de chaque groupe, en octobre, qui débutera sur 6 mois, avec un pouvoir d'investigation juridique, avec une commission d'enquête qui sera présidée par nous-mêmes,
avec un collectif de 30 députés et qui fera son travail du côté du Parlement. Mais ça n'exonère pas effectivement, surtout l'exécutif gouvernemental, de faire, lui, gouvernement, acte de transparence. Et nous sommes donc confrontés à un problème sur ce plan de l'engagement moral et politique de l'accord du 16 mars 2022. Je terminerai sur quelques points. Les lignes rouges. Je pense qu'il faut être convaincu entre nous que, et je pense qu'on l'est déjà, malgré les critiques qu'on peut faire des fois les uns vis-à-vis des autres, que nous ne céderons pas sur l'idée de débattre ni du statut de résident, ni de la co-officialité, ni de la reconnaissance du peuple corse, même si évidemment, ici dans ces bancs, il y en a qui considèrent que ce ne sont pas des sujets importants. Une majorité le considère. Nous faisons partie de ceux, la majorité territoriale, mais la majorité de cet hémicycle, qui pensons qu'un statut de résident n'est pas attentatoire au principe d'égalité. Parce que si nous sommes pour le statut de résident, c'est pour restaurer l'égalité. Notamment ce que nous considérons être une rupture d'égalité de l'accès au foncier, au bâti et au logement, qu'on veut restaurer par une règle protectrice. Ce qui compte, c'est de commencer à prendre la mesure qu'on pourra en débattre, de se mobiliser et d'être le plus objectif possible, politiquement, moralement et juridiquement, sur cette question, parce que nous le devons aux Corses, parce que nous le devons aussi face à l'État pour démontrer ses contradictions, et parce que nous devons prendre date, quelle que soit l'issue de décision sur ce point, sans altérer notre capacité à avancer quand même sur les autres. Et je voudrais terminer sur le fait que Paul Coastan a émis une critique normale liée à son expérience sur la gestion du temps du processus. Je crois que dans ce que dit Paul Coastan, il n'y a pas tout à prendre ou tout à jeter. Ça veut dire que nous sommes confrontés à l'exigence des Corses, qui veulent que nous avancions vite, à une exigence de temps d'élaboration, parce qu'il y a un temps d'élaboration nécessaire, mais aussi à la façon de ne pas se laisser entraîner dans les méandres du temps pour que tout cela termine en eau de boudin et que l'on arrive à un espoir déçu. Et je crois que dans notre gestion des choses, nous sommes invités à deux éléments. Premier élément, bien sûr, ça a été dit sur tous les bancs de cette Assemblée, faire acte de convergence le plus souvent possible et faire la démonstration par l'objectivation que si nous devons aller à l'autonomie, non pas de manière majoritaire, mais de manière plus large, voire unanime, nous soyons en mesure de nous démontrer et de démontrer que c'est pour l'intérêt général des Corses dans nombre de secteurs, ou du moins dans un nombre de secteurs suffisant. Vous comprenez bien que lorsque je dis ça, je pense que nous sommes en mesure d'aller vite pour purger cette question sur un certain nombre de secteurs qui tombent sous le sens. Et le deuxième élément, c'est qu'à défaut peut-être de faire valider par l'Élysée, que le chemin de l'écrit et des accords écrits avec le gouvernement, sans contrainte, mais moralement et politiquement important, dans les procès-verbaux de décision d'intermédiaire, soit systématiquement la règle. Et sur le modèle économique et social, et sur la langue, et sur le foncier. Bien sûr, la règle qui sera retranscrite devant les assemblées délibérantes que nous sommes, parce que démocratiquement nous sommes issus des urnes, mais aussi la règle qui servira de référence aux discussions futures. Parce qu'évidemment, c'est ce cheminement-là, avec une vigilance démocratique et une mobilisation démocratique de tous les instants, qui nous fera mesurer l'écart de l'objectif, de la contrainte d'un ministre de l'Intérieur, de la volonté politique réelle d'avancer. Je ne peux que remarquer à ce stade que si d'un côté j'ai salué avec d'autres l'entame positive, j'ai constaté avec d'autres quelques écarts de discours nombreux entre ce qu'a dit le ministre et le procès-verbal signé avec le président du Conseil exécutif le 17 mars 2022. Donc nous sommes dans une partie à la fois fine, qui va nous demander beaucoup de détermination, dangereuse dans la mesure où on sait que derrière, il y a les Corses qui nous regardent et qu'il ne faut pas décevoir les espoirs. Dangereuse parce que l'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent politiquement à Paris avec beaucoup de mouvements de ligne, notamment au sein du Parlement, et qu'il y aura beaucoup d'embûches
avant d'arriver à l'accord final, mais il nous semble que c'est le seul chemin qui vaille d'emprunter, sans être naïf, pour essayer d'arriver au point d'équilibre, au point historique, qui fait qu'à un moment donné, on pourra dire objectivement cette fois-ci, et pas simplement en termes de souhait, que nous sommes réellement dans une dimension historique. Je vous remercie.